Bienvenue à cette première séance du séminaire Perspectives transaméricaines que l'Institut des Amériques organise en partenariat avec l'ENS. Alors je dis première séance parce que c'est la première séance, c'est la conférence, c'est la séance inaugurale qui lance le cycle de cette année sur le programme 2022-2023, un programme que vous pouvez trouver en ligne sur le site de l'Institut des Amériques. Mais c'est un séminaire qui existe depuis quelques années déjà, qui a déjà fait ses preuves, qui était coordonné jusqu'à présent par Paul-Henri Giraud et Hélène Artère, et que j'ai le plaisir de reprendre cette année pour la coordination scientifique avec Robert Boyer, Françoise Lejeune et Roland Béard. Alors, quelques mots sur le format de ce séminaire qui est en ligne, systématiquement proposé en ligne, mais avec des séances qui alternent le tout présentiel ou le tout présentiel pour les enseignants-chercheurs qui interviennent ou qui sont complètement à distance. En ce qui concerne le format d'aujourd'hui, donc nous sommes sur le campus Condorcet, dans le grand équipement documentaire, et certaines séances de cette année se tiendront aussi dans les locaux de l'ENS qui donc organise ce séminaire avec nous. Un autre mot, enfin je voudrais préciser ce qui fait la spécificité de ce séminaire Perspectives transaméricaines, c'est le dialogue entre des chercheurs spécialistes d'Amérique latine et des chercheurs spécialistes d'Amérique du Nord, avec toujours l'idée d'aboutir à cette vision comparatiste transaméricaine qui est la marque de fabrique de l'Institut des Amériques et chère à l'institution et qui donne donc sa spécificité à ce séminaire. Alors sur le comparatisme, je voudrais que Robert Boyer me rejoigne et qu'il dise quelques mots, puisque Robert Boyer est très attaché à la vision comparatiste de ce séminaire. C'est un plaisir pour moi d'être associé à ce séminaire, dans la mesure où, en sciences sociales, il y a deux méthodes. L'axiomatique, que mes chers collègues économistes appliquent avec chez Guillet. Il y a l'analyse rapide, l'analyse comparative, et Bourdieu disait, c'est la voie royale des sciences sociales. Et je trouve que lorsqu'on étudie les contrastes des deux Amériques, je trouve qu'il y a un travail intellectuel absolument magnifique. Et donc, dans ma conception, l'exposé d'aujourd'hui, c'est un tout début dans ce qui devrait donner lieu à des réflexions de plus en plus intensives, des publications sur ce thème comme central. C'est la spécificité de l'IDEA, et c'est aussi une voie très, très propre au sens social. Et je dirais que donc, je mets beaucoup d'espoir, et j'espère que je pourrai faire partager mon intérêt par tous les intervenants. Alors, je chausse mes lunettes pour présenter convenablement nos intervenants de ce soir. Donc, pour nous parler de polarisation affective et d'alternance électorale dans les Amériques, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Olivier Daben et Françoise Coste, que je remercie tous deux chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer par la présentation d'Olivier Daben, qui va donc assurer la conférence inaugurale, qui est professeur de sciences politiques donc à Sciences Po Paris, chercheur au CERI, et dont les travaux portent sur l'état de la démocratie en Amérique latine. Donc Olivier Daben a publié de nombreux ouvrages sur l'Amérique latine. Je citerai La gauche en Amérique latine, aux presses de Sciences Po, paru en 2012, un atlas de l'Amérique latine qui a déjà été édité plusieurs fois, l'Amérique latine à l'époque contemporaine, également réédité, je crois qu'il en est à sa 9e édition. Un dernier ouvrage sur Street Art and Democracy in Latin America qui a été publié en 2020 chez Palgrave. Et je crois qu'il est en train de terminer actuellement une publication sur les alternances électorales en Amérique latine, qui est donc le sujet de ce soir. Il est président aussi de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes.
Global, qui publie chaque année un état des lieux de politique sur l'Amérique latine. Voilà pour Olivier Daben, et j'en profite aussi pour présenter Françoise Coste. Françoise Coste est professeure de sciences de civilisation nord-américaine à l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Elle travaille sur l'histoire politique des États-Unis, plus spécialement sur le conservatisme américain, et elle a publié en 2015 une biographie de Ronald Reagan aux éditions Perrin, intitulée Reagan, qui a obtenu le prix de la biographie politique de l'année en 2015. Alors, Françoise Coste prépare actuellement une histoire du Parti républicain de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années Trump, aux éditions Humancis. Et voilà pour Françoise, qui interviendra, vous le verrez, plutôt en deuxième partie. Je vous explique en quelques mots comment va se dérouler cette séance. Donc Olivier Daben interviendra pendant une demi-heure environ sur cette thématique de polarisation affective et alternance électorale dans les Amériques, en essayant de donner une vision transaméricaine, une vision assez large. Et à l'issue de son intervention, Françoise Coste lui donnera la réplique, ce qui lui permettra aussi d'apporter son regard depuis ce qu'elle sait évidemment de la vie politique aux États-Unis. Donc même si le format est un peu différent du format habituel, on garde cet échange entre un chercheur spécialiste de l'Amérique latine et aujourd'hui donc une chercheuse spécialiste des États-Unis. Alors, je voudrais aussi rappeler que vous avez la possibilité de poser des questions pour ceux qui sont à distance sur le chat tout au long de la séance, et je reviendrai sur les questions du public en fin de séance. Voilà, je crois que j'ai tout dit, donc je vais laisser la parole à Olivier Daben pour ouvrir cette séance. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci Léa pour la gentille invitation et pour la gentille présentation. Et c'est un plaisir d'être ici. Je vais essayer de me prêter au jeu de la comparaison. Je partage tout à fait ce que vient de dire Robert Boyer. Et j'ajouterais juste qu'il y a deux façons d'envisager la comparaison, par les variables et par les cas. Ce soir, ça va plutôt être par les variables, une approche. Faute de pouvoir être une comparaison par les cas, parce que je connais très mal le cas américain, nord-américain, États-Unis, donc je vais surtout parler d'Amérique latine, mais je vais quand même faire quelques allusions à ce que je sais des États-Unis, c'est-à-dire très peu. Mais j'ai quand même, disons, essayé de voir en quoi une approche théorique qui est née aux États-Unis pour rendre compte des situations politiques aux États-Unis est éventuellement exportable vers l'Amérique latine. C'est une question que l'on se pose sans arrêt, étant donné que la très grande majorité des concepts et des notions qu'on utilise en sciences politiques ont été forgés à la lueur de cas nord-américains, voire européens, et jamais l'Amérique latine. Donc on a toujours ces questionnements préalables quand on commence à travailler. Est-ce que les outils dont je peux disposer sont pertinents pour rendre compte de cas qui ne sont pas nord-américains, mais qui en l'occurrence sont latino-américains? Et donc je vais parler de polarisation affective et d'alternance, parce que, comme vient d'indiquer Diana, on est en train de terminer un livre collectif sur la question des alternances en Amérique latine. Et ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'expliquer un peu de quoi il s'agit et de voir comment en rendre compte. Alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant à observer quand on se penche sur l'Amérique latine de ces dernières décennies. C'est ce que d'ailleurs nos collègues américains appellent pendular politics, c'est-à-dire la politique du pendule, en gros, qui fait qu'on a connu depuis une trentaine d'années des cycles électoraux qui se sont traduits par des résultats qui ont dénoté un changement assez radical. L'Amérique latine a été successivement néolibérale pendant les années 90, puis elle a été de gauche dans les années 2000, puis de nouveau à droite à la fin des années 2010, et puis de nouveau à gauche maintenant, avec l'oppression de la drogue, Boric, etc., Petro.
Donc ça donne l'impression comme un pendule qui va de la gauche vers la droite à intervalles réguliers, et c'est pas si facile que ça à expliquer. Mais on a quand même un petit peu l'impression que l'Amérique latine vit une période d'alternance systématique, c'est-à-dire où à chaque élection, c'est l'opposition qui gagne et les sortants qui sont remerciés. 15 des 18 dernières élections présidentielles en Amérique latine se sont traduites par des alternances, ce qui est quand même assez inédit et qui donc demande explication. Mais il y a un deuxième constat qui est assez clair quand on regarde les élections d'Amérique latine depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, c'est le caractère particulièrement haineux des campagnes électorales. Et là aussi, ça soulève un certain nombre de questions, et c'est précisément pour rendre compte de ce caractère très virulent, très passionné, très haineux des campagnes qui a été forgé cette notion de polarisation affective. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir dans quelle mesure cette approche par la polarisation affective nous aide à comprendre les élections en Amérique latine, parce qu'elle provoquerait ou faciliterait des alternances. Alors, dans mon propos, qui va être relativement bref, donc Diana m'a donné 30 minutes, je vais essayer de m'y tenir. Et ce que je vais faire, c'est vous montrer à la fois disons, des données empiriques, quelques données de sondage, qui montrent à la fois cette alternance de répétition, mais aussi cette polarisation autour de questions affectives. Et je vais vous proposer quelques éléments d'explication, mais en fait, je vais surtout soulever des questions pour le débat, parce que, en l'occurrence, la recherche elle est en état encore assez embryonnaire, et il y a beaucoup de sujets de discussion et peu de certitudes en la matière. Alors, les alternances, en général, on les étudie en faisant allusion à un certain nombre de variables. Je ne vais évidemment pas tout détailler. On pourra en discuter plus tout à l'heure dans notre débat. Mais les analyses classiques qui se penchent sur les explications des alternances, en général, regardent des institutions pour voir tout simplement si les sortants peuvent se représenter ou non, pour voir si les élections sont libres. On regarde aussi l'opinion publique. Évidemment, quand il y a une cote de popularité d'un président particulièrement basse, c'est un contexte qui est favorable à l'alternance. On regarde ce qu'on appelle l'offre électorale, c'est-à-dire dans une élection, est-ce que l'opposition est unie, est-ce qu'elle a un programme susceptible de rallier des soutiens. On surveille aussi les comportements électoraux des citoyens. Est-ce qu'il y a une très forte participation, ou au contraire il y a une abstention qui pénalise les sortants, en quel cas ça favorise les alternances. Est-ce que les électeurs sont loyaux, ou est-ce qu'il y a une grande volatilité dans le comportement, c'est-à-dire ils votent un coup à droite, un coup à gauche sans problème. Et enfin, on regarde aussi des questions plus d'histoire, de contexte. C'est assez intéressant de voir que dans certains pays, les électeurs semblent accoutumés aux alternances, ça leur pose plus de problèmes. Alors que dans d'autres, à un moment donné, on voit au centre d'une élection une problématique qui va dominer, qui va aider les électeurs à s'orienter. Le plus bel exemple qu'on a vu ces dernières années a été celui du Costa Rica en 2018, où la question du mariage pour tous a été introduite dans la campagne un petit peu par hasard et est devenue déterminante pour les électeurs. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a fini de faire, c'est exactement dans un livre qui va sortir avant la fin de l'année, si on espère que ce soit le cas. Et c'est des choses qui sont finalement assez classiques, mais qui permettent, à travers disons, ce genre d'analyse, de constituer des bases de données et d'expliquer des probabilités d'alternance en Amérique latine. Donc c'est un modèle qui fonctionne assez bien. Mais le seul problème, c'est qu'il ne permet pas de rendre compte effectivement d'une caractéristique assez fondamentale des campagnes électorales aujourd'hui, c'est qu'on assiste à des échanges d'insultes avec des gens qui se détestent, qui le clament haut et fort dans la rue. Donc il y a des alternances, ça, on sait les expliquer en sciences politiques en utilisant ce genre de grille.
mais il y a des campagnes électorales qui amènent à ces alternances et qui ont une particularité qui mérite, disons, une recherche, et qui est ce climat de haine qui existe pendant les campagnes. Alors, cette approche par les campagnes et leur caractère haineux vient des États-Unis. Il y a toute une littérature qui s'est développée, qui est assez récente en fait, depuis moins de 5-6 petite dizaine d'années, on va dire, pour les premiers travaux, qui portent sur ce que les chercheurs ont appelé de la polarisation affective, et qui consistait à s'interroger sur les raisons pour lesquelles les républicains et les démocrates, alors un système bipartisan aux États-Unis, se haïssent réciproquement, et pourquoi et comment, tout d'un coup, des électeurs se mettent à haïr d'autres citoyens qui ne partagent pas leurs opinions. D'une certaine façon, ça a été une petite révolution dans l'approche des explications du comportement électoral, parce que ça fait appel au rôle des émotions, ce qui était une variable à peu près complètement délaissée par la science politique américaine ces dernières années. Un peu moins en Europe. Mais donc il s'agissait de regarder, d'essayer d'abord de mesurer, et puis ensuite d'expliquer ce que vous voyez ici sur la droite, c'est-à-dire comment les électeurs se prononcent par rapport à leur propre parti politique ou par rapport aux partis politiques avec lesquels ils sont en concurrence. Et on a, si vous regardez le graphique sur la droite, on voit que les opinions favorables aux partis adverses ont beaucoup chuté ces dernières années aux États-Unis. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'on voit aussi que l'ensemble de l'intérêt et du soutien à des partis politiques en général a baissé aux États-Unis. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Mais vous voyez avec la courbe en noir ici que ces dernières années, ou même depuis les années 90, c'est pas si récent que ça en fait, mais c'est mesuré depuis peu, on voit augmenter cette polarisation affective. Ce qu'ont constaté aussi les chercheurs américains, c'est que bien souvent cette polarisation affective est le résultat d'une cristallisation de discussions autour de thèmes qui sont particulièrement clivants. Typiquement par exemple l'avortement évidemment aux États-Unis ces dernières années, qui suscitent des débats qui ne sont même plus des débats, mais qui sont des échanges parfois très violents. Ce qu'ont aussi analysé nos collègues américains, c'est que finalement, une des explications de cette haine qui est déversée pendant les campagnes, c'est que les familles politiques deviennent des vecteurs d'identification sociale et politique. Là où il existait dans la société américaine de nombreux espaces de sociabilité, aujourd'hui c'est moins le cas, et on va trouver dans l'appartenance à une famille politique une source d'identification à des valeurs, mais aussi au plan social. C'est la fameuse métaphore du bullying. Robert Putnam qui a écrit un livre, de Bullying Alone, ça s'appelle, c'est-à-dire auparavant le bullying c'était typiquement une activité où il y avait de la sociabilité, où on pouvait rencontrer des gens, etc. Maintenant les gens ils vont jouer tout seuls. Et le courant politique, la famille politique devient un substitut à cette sociabilité qu'on rencontre dans certains lieux de la société. Ça, c'est un petit peu ce que nous dit la théorie sur la polarisation, évidemment très simplifiée, affective aux États-Unis. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme souvent, des approches qui sont développées aux États-Unis, elles irradient dans le monde. Et donc, la question que je me pose maintenant, c'est comment l'appliquer en Amérique latine. Alors là, la littérature, elle est encore plus récente. En fait, c'est ces 2-3 dernières années où on commence à voir des travaux qui essayent de tout simplement mesurer la polarisation affective en Amérique latine et regarder si on retrouve un petit peu les mêmes raisons, explications que je viens d'évoquer. Alors je vais juste mentionner 2 travaux pour ne pas être trop long. Le premier, c'est celui que vous voyez sur ce graphique à droite, qui a consisté à construire un indice de polarisation affective et qui présente pour intérêt principal de mélanger plusieurs sortes de pays. C'est-à-dire là, vous avez des pays d'Amérique latine, comme le Chili, le Brésil,
le Mexique, le Pérou, l'Uruguay, principalement Amérique latine, mais l'auteur il a pris le soin de comparer, on y est en plein dedans, avec des pays qui sont très différents, comme la France, le Canada, les États-Unis, ou même l'Italie. Et ce que l'on constate, c'est que, d'abord, pour les gens qui font de la recherche sur les États-Unis, à leur grande surprise, ce n'est pas le pays le plus polarisé au monde. Au moins, si on regarde cette liste, vous voyez que les États-Unis, c'est entre le Canada et le Portugal. Mais si vous allez en Italie ou en Uruguay, vous avez affaire à des sociétés qui sont beaucoup plus polarisées d'un point de vue affectif, encore une fois, que les États-Unis. Donc c'est assez intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même de très grandes différences entre les pays. Si on prend le cas du Chili, qui est d'après dans ce schéma-là, le pays le moins polarisé. Alors c'était avant, évidemment, les événements les plus récents au Chili. Mais néanmoins, même le Brésil était un pays qui n'était pas si polarisé que ça. Là encore, c'était avant la campagne électorale de 2022, bien sûr. Ici, ce qu'on a essayé de mesurer, je ne vais pas m'étendre sur les questions méthodologiques, mais il faut quand même avoir en tête que ce n'est pas très facile de construire des indicateurs. Ici, ce qu'il a fait, l'auteur, c'est de mesurer la sympathie et l'antipathie à l'égard du parti adverse. C'est-à-dire, est-ce qu'on tolère un parti adverse ou est-ce qu'on considère que non, on est très en colère, on le déteste et on a beaucoup d'antipathie pour le parti adverse. La limite de ce genre d'approche ici, c'est qu'en fait, ils ont pris en compte uniquement les citoyens qui déclarent s'intéresser à la politique et qui votent. Évidemment, une limitation importante. L'autre travail que je voudrais évoquer a été celui de Jennifer McCoy, dans un article qui est publié en début d'année. Très intéressant parce qu'une base de données qui est assez colossale, comme vous le voyez, c'est 70 ans d'histoire politique, et en plus avec des variables qui sont agrégées à l'échelle des États-Unis, de l'Amérique latine et du reste du monde. Donc c'est un travail qui est assez colossal, mais qui est très très intéressant, parce que vous voyez qu'effectivement, alors d'après ce graphique-là, les États-Unis, ils ont une courbe qui s'envole depuis début des années 2000, c'est le trait le plus en noir, et que c'est bien différent de ce qu'on va trouver en Amérique latine, où la polarisation a baissé depuis le milieu des années 70 jusqu'au début des années 2000. Par contre, depuis le début des années 2000, on voit la même courbe qui remonte. Et d'ailleurs, c'est valable pour l'ensemble des trois courbes, États-Unis, Amérique latine ou reste du monde, où on voit que depuis le début des années 2000, il s'est passé quelque chose, parce que dans les campagnes électorales, on constate cette polarisation affective qui est croissante. Bon. Ce qui est intéressant, c'est pour l'Amérique latine de constater que, je vais changer d'ailleurs pour vous montrer le travail de Jennifer McCoy, qui inclut aussi des études de cas sur aussi 70 ans de campagne électorale, où en Amérique latine, ce que l'on peut observer, c'est que l'Amérique latine était extrêmement polarisée à l'époque des dictatures. C'est-à-dire, ici vous voyez, par exemple, je ne sais pas si je peux vous montrer ici, voilà, ici la chute, ici en Argentine, une polarisation extrême, et puis une chute, on voit les mêmes chutes ici en Bolivie, on le voit au Chili, on le voit dans plusieurs pays, ici en Uruguay, mais dans tous les cas de figure, on voit que ces dernières années, ces dernières décennies, en gros aussi depuis le début des années 2000, toutes les courbes remontent. Bon, il y a quelques cas qui sont un peu atypiques, comme l'Uruguay par exemple ici, mais pour le reste, on voit bien qu'il y a une même tendance, et que cette tendance, c'est une tendance à la polarisation affective croissante. Alors, comment est-ce qu'on peut, à partir de là, réfléchir à ce phénomène-là? Alors, il y a quelques mesures qui donnent à penser que la théorie de la polarisation affective s'applique moyennement ou pas très bien à l'Amérique latine. D'abord parce que quand vous avez, comme c'est le cas aux États-Unis, une très forte polarisation affective et un comportement électoral qui est assez volatile, ce que l'on va constater, c'est que ça va conduire à ce qu'on appelle des réalignements, c'est-à-dire une partie significative de l'électorat qui va changer de camp définitivement, disons sur le long terme, le moyen terme. Par exemple, le monde rural aux États-Unis qui a basculé, et on a pu constater que ce basculement a été confirmé par plusieurs élections successives. C'est ce qu'on appelle un réalignement. Et on voit pas ça en Amérique latine.
à moins que le cas du Brésil, on va attendre quelques jours, mais si le Brésil vote Bolsonaro, on aura un cas de figure qui ressemble à ce cas du réalignement, c'est-à-dire des électeurs qui confirment à la deuxième élection une même orientation qui était celle d'il y a 4 ans. Mais en dehors du cas du Brésil, on ne constate pas, justement parce qu'il y a plein d'alternances en Amérique latine. Donc ça ne laisse pas le temps pour des réalignements durables, puisque à chaque élection, les gens votent contre et les sortants sont battus. Donc là, c'est une première limite à cette application de l'approche par la polarisation affective en Amérique latine. Autre limite, ce que je disais tout à l'heure sur la dimension identitaire, c'est-à-dire cette idée que finalement un parti politique ou un camp politique, comme les Trumpistes par exemple aux États-Unis, deviennent une source d'identité, d'identification sociale, politique, culturelle. Ça n'existe pas vraiment en Amérique latine, parce qu'ils n'ont pas le temps justement de s'identifier, de commencer à construire un camp politique. Encore une fois, le cas du Brésil 2022 pourrait être une exception, mais c'est trop tôt pour en parler. Mais pour le reste, ce qu'on a, c'est plutôt une absence d'identification qui est aussi la résultante d'un multipartisme qui est extrême, atomisé, comme disait Maurice Duverger à une époque. C'est-à-dire, il y a tellement de partis politiques en Amérique latine que c'est très difficile pour les électeurs de s'identifier durablement à un de ces partis politiques, parce qu'ils risquent tout simplement de disparaître, de changer. Enfin, évidemment, il y a pas mal d'exceptions, mais en général, l'Amérique latine pratique un multipartisme qui est extrême et qui interdit toute identification durable. Donc ça, c'est deux éléments qui donnent à penser que cette approche n'est pas forcément très utile pour l'Amérique latine, mais par contre, il y a quand même d'autres éléments à prendre en compte et qui montrent qu'il est quand même aussi en Amérique latine en train de se passer quelque chose de ce point de vue-là et qui explique que les campagnes électorales n'aient plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 20 ou 30 ans, où encore les gens pouvaient discuter politique entre eux. Cette polarisation affective, elle est le produit d'une polarisation présidentielle, mais aussi d'une certaine radicalisation. Alors là, je vais aller vite pour ne pas me faire gronder. Mais polarisation présidentielle, ça veut dire qu'on ne regarde pas le sentiment des électeurs vis-à-vis d'autres qui ne partagent pas leur opinion, et s'ils les détestent ou pas. On regarde tout simplement le résultat des élections présidentielles au premier tour. Et la polarisation, ça veut dire, dans ce cas, ça veut dire tout simplement la part de l'électorat que représentent le premier et le deuxième dans une élection. Comme par exemple, à l'époque où il y avait le Parti des travailleurs et le PSDB au Brésil, à eux deux, ils faisaient plus de 90% des voix. Donc c'était une situation très fortement polarisante. On voyait ici, par exemple, le trait rouge qui correspond au Chili. Le Chili, en 2000, a été le pays le plus polarisé de toute l'Amérique latine. Ça reste encore aujourd'hui, parce que c'était 97%. Et ça, c'était le duel entre Lagos et Lavín. Lagos de la gauche du Parti socialiste, la concertation, et Lavín, la droite. Et à ce moment-là, le paysage était très fortement polarisé. Donc, quand on a une très forte polarisation de cette nature, il est évident que ça a un effet de contagion sur l'opinion publique. Chacun a son champion et ils finissent par se détester. C'est une situation où le premier tour ressemble déjà à un deuxième tour et où on va voter contre celui qu'on déteste. Mais on voit dans les enquêtes de sondage à quel point, quand vous avez ce genre de polarisation, ça entraîne, ils ont une dégradation du climat pendant la campagne, et avec des gens qui se détestent. Et comme vous le voyez, à part le Chili qui continue à descendre, et c'est peut-être tout simplement un retard du Chili par rapport aux autres, dans les autres pays, on voit remonter les courbes, ce qui signifie qu'il y a une polarisation croissante depuis les années 2010 environ dans la région. Donc ça, c'est un facteur qui est important à prendre en compte. Comme peut l'être aussi ce qu'on appelle la radicalisation, c'est-à-dire ici tout simplement le pourcentage des électeurs qui se déclarent d'extrême gauche ou d'extrême droite. Dans les enquêtes, en fait, vous montrez une échelle de 0 à 10. 0 représente l'extrême gauche, 10 représente l'extrême droite. Vous demandez aux gens de se positionner. Et là, on a affaire aux gens qui cochent la case 0 ou 10. D'accord ? C'est-à-dire des gens qui se déclarent eux-mêmes extrême droite ou extrême gauche. Ces gens-là, il y en a beaucoup en Amérique latine. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes. En fait, on pourrait y passer des heures à essayer de comprendre pour chaque pays ce genre de courbe qui n'indique pas le comportement électoral. C'est pas parce que vous vous déclarez extrême gauche, curieusement, vous allez voter pour un candidat d'extrême gauche.
ce serait trop simple. C'est en général plus compliqué. Mais par contre, ce que l'on a constaté, c'est que partout, depuis, alors ça dépend en gros depuis une trentaine d'années, ici j'utilise le World Value Survey depuis les années 90, il y a quand même une part significative de l'électorat qui se considère comme extrémiste. Et évidemment, des gens qui se considèrent comme extrémistes sont des gens qui vont prêter attention à des discours qui sont assez radicaux et qui vont les amener à détester ses adversaires politiques et principalement ceux de l'autre bord. Donc vous voyez par exemple le Brésil, depuis les années 90, c'est un pays qui régulièrement a un quart de son électorat qui se déclare extrémiste. C'est assez énorme. L'Argentine, c'est beaucoup moins, les échelles ne sont pas les mêmes, donc ça avait fait un petit peu trompeur. Mais c'est beaucoup moins. Vous regardez la Colombie, en 2020 en Colombie, vous avez 25% de l'électorat qui se déclare d'extrême droite. Là, ce n'est pas les extrêmes, c'est uniquement l'extrême droite. C'est quand même assez énorme. C'était arrivé au Mexique dans les années 80 aussi. Bon, je ne vais pas tout commenter, hein, parce que je voudrais avancer. Mais il y a comme ça toute une série de pays où vous avez une part significative. Est-ce que l'argument ici, c'est de constater que tous ces enquêtés qui déclarent une proximité avec des positions extrêmes vont s'exposer à des discours qui sont très radicaux et donc vont entraîner une radicalisation, une coupure entre ces deux familles qui vont irradier et donc qui sont susceptibles d'augmenter la polarisation affective. Je vais terminer en mentionnant rapidement, mais en même temps c'est une invitation à discuter plus, d'autres facteurs qui sont extrêmement importants à prendre en compte si on veut comprendre, si on veut valider cette polarisation affective et comprendre comment elle fonctionne. D'abord le populisme par exemple, ça paraît assez évident, mais dans les pays de très forte tradition populiste, il va y avoir des prédispositions assez marquées à la polarisation affective, parce que le populisme évoque toujours eux contre nous, divise la société en deux, avec les ennemis du peuple, les ennemis de la nation, etc. Et évidemment aussi cette vénération du dirigeant qui peut tenir des propos radicaux qui vont faire mouche en quelque sorte. Donc il est clair que la tradition populiste, on peut en parler évidemment beaucoup, a tendance à accentuer la polarisation affective, et depuis qu'il existe du populisme, ça beaucoup d'historiens le savent bien. Après, vous avez deux acteurs importants qui font l'objet maintenant de recherches de plus en plus systématiques, c'est les églises évangéliques et les réseaux sociaux. Alors, ce qui ressort de cette littérature, c'est la plupart du temps une accentuation de la polarisation affective par le discours, la prédication, toutes les prédications religieuses, c'est pas simplement les évangéliques, mais bon, il se trouve qu'aujourd'hui c'est les néo-évangéliques, mais disons toutes les prédications religieuses possèdent un ferment aussi là, de polarisation affective assez évident. Les réseaux sociaux, c'est là aussi un immense chantier de recherche. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes, pas beaucoup de conclusions robustes sur le rôle des réseaux sociaux, parce que dans un premier temps, la recherche avait tendance à montrer que finalement, il y avait une exposition sélective, hein, c'est-à-dire les gens s'exposent sélectivement. Ils sélectionnent ce à quoi ils s'exposent, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, vous ne recevez que des fils d'informations dans vos groupes, etc., qui valident et qui consolident vos propres opinions. Mais vous ne vous exposez jamais aux opinions contraires aux vôtres. Ça, c'est dans un premier temps. Mais dans un deuxième temps, une deuxième génération de recherche sur les réseaux sociaux, on commençait à mettre à jour la façon dont, de façon beaucoup plus subtile, il y avait des mécanismes qui arrivaient à rompre cette exposition sélective et à faire changer les gens d'avis. On commence à mesurer dans certaines campagnes la façon dont les réseaux sociaux peuvent amener les gens à changer d'avis et à se radicaliser dans le propos. Donc c'est évident qu'il faut réfléchir aux réseaux sociaux si on veut comprendre quelque chose. Et finalement, c'est aussi assez intéressant de regarder l'impact, évidemment, de la polarisation effective, si on veut valider cette notion. Bon, là je mentionne trois types d'impacts sur lesquels il faut réfléchir, qui sont des impacts sur la démocratie en fait, et sur la dégradation de la démocratie d'une certaine façon.
parce que la polarisation affective interdit, disons, le débat dans l'espace public. Si on regarde la démocratie par sa dimension délibérative, la délibération, ça suppose toujours cette disposition à changer d'avis à l'issue d'une discussion. Lorsqu'il y a un degré élevé de polarisation, il n'est plus question de changer d'avis. Et d'ailleurs, vous n'allez même plus écouter, et donc il n'y aura plus de débat possible dans l'espace public. Donc c'est clair que là, il y a un danger pour la démocratie, au moins dans sa dimension participative délibérative, parce que ça devient très, très, très difficile, voire impossible de dialoguer. Ça a un impact aussi sur la façon de gouverner. D'une certaine façon, une crise de gouvernabilité, au sens où si gouverner, c'est prendre des décisions qui font l'objet d'une décision majoritaire, voire même consensuelle, c'est très difficile de parvenir à une décision majoritaire consensuelle quand vous avez de la polarisation affective, parce que, pour les mêmes raisons que j'ai évoquées précédemment, c'est-à-dire il est impossible de dialoguer et de construire une position commune qui serait de l'intérêt général. Donc là aussi, il risque de gouvernabilité démocratique. Et puis, de façon plus prosaïque, risque de violence. C'est assez évident, on l'a vu au Brésil pendant la campagne, on l'a vu dans plein d'autres pays aussi, où on en arrive à une façon de s'exprimer, justement ne passe plus par la discussion, la rhétorique, tout ce que vous voulez, mais par des actes malveillants, voire de la violence, y compris à l'encontre de militants du parti politique adverse. Je pense que c'est d'ailleurs tout cet ensemble de préoccupations concernant la démocratie qui ont incité les chercheurs à creuser cette piste de l'approche par la polarisation affective, parce qu'on voit bien à quel point le climat qui est celui de campagne électorale aujourd'hui peut ensuite avoir un impact, une fois les élections passées, sur la vie démocratique d'un certain nombre de pays. Donc j'en reste là. Merci. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Françoise. Merci. Alors merci Olivier, parce que là effectivement je crois qu'avec ce que tu nous as expliqué, on est au cœur de la pertinence de la comparaison nord-sud, parce que de manière un peu désespérante, effectivement tout ce que tu as souligné peut s'appliquer aux États-Unis, en particulier dans la temporalité que tu as montré dans les tableaux, avec les courbes qui s'envolent à partir de l'année 2000. C'est pour ça en fait qu'on a un peu de recul et que c'est pas, par exemple pour les États-Unis, c'est pas un mouvement qui naît de Trump, par exemple. C'est bien avant. Donc Trump dans ce cas-là doit être, bien entendu, il occupe toutes nos préoccupations, mais il est plus le résultat ou le paroxysme de phénomènes qui n'avaient rien à voir avec lui et qui ont commencé avant même qu'il conçoive le début d'une carrière politique. Et ce qui s'est passé aux États-Unis en 2000, donc là le point de départ, c'est les années Bush, du second président Bush, George W. Bush, et vraiment la bascule, c'est la guerre en Irak, clairement. Pas tant en fait la façon dont il a été élu, alors que ça aurait pu, parce que ça c'était intéressant aussi, quand la théorie du pendule et de l'alternance. Quand on regarde les États-Unis, on pourrait croire qu'il y a alternance aussi, parce qu'il y a eu Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden, à chaque fois, on passe du parti républicain au parti démocrate, mais c'est une alternance, c'est une fausse alternance, parce qu'en réalité, si on regarde le vote des gens, les résultats du vote populaire, depuis, je comptais ça en t'écoutant, depuis 1988, il y a eu 9 élections présidentielles. Et sur ces 9 élections présidentielles, 7 ont été gagnées par le Parti démocrate, en réalité. Ouais. Le Parti républicain ne l'a remporté qu'en 1988, avec le premier président Bush, et en 2004, avec la réélection de George W. Bush. Quand je dis l'a remporté, c'est-à-dire a eu la majorité du vote populaire. Mais, entre-temps, il y a eu beaucoup d'autres administrations républicaines, parce que les candidats républicains l'ont remporté grâce au collège électoral. Donc par rapport à quand tu parlais 15 des 18 élections présidentielles, donc voilà, là c'est 7 des 9 élections présidentielles qui auraient dû être remportées par les démocrates. Ce qui veut dire que dans la population, sur le plan des idées, en réalité, la population, elle n'est pas si polarisée que ça.
que le programme démocrate d'augmentation des impôts pour les contribuables les plus riches et pour les grandes entreprises, de défense du droit à l'avortement, de soutien à la transition énergétique, de défense du mariage homosexuel, donc que ce soit sur des questions sociales, économiques ou de mœurs, la population américaine, de manière assez systématique, elle vote pour le Parti démocrate. Mais les aberrations institutionnelles nées d'une constitution anachronique aux États-Unis donnent le pouvoir de manière disproportionnée aux républicains. Donc je voulais commencer par ça, cette alternance en faux semblant. Et ensuite, je voulais passer à la dernière diapo sur l'impact de la polarisation qui vraiment englobe effectivement tous les grands phénomènes qu'on observe aux États-Unis avec, alors d'abord, la polarisation qui est aux États-Unis, qui se reflète dans le vote, bien entendu. Mais donc je répète, c'est-à-dire qu'on vote, il n'y a plus de centre, il y a plus de gens qui votent à gauche qu'à droite, mais la droite gagne quand même les élections. Donc c'est une complexité supplémentaire. Mais on remarque la polarisation, alors je ne sais pas si c'est pareil dans les pays d'Amérique latine, de plus en plus au-delà du vote, dans la ségrégation résidentielle, c'est-à-dire qu'on va habiter, on va faire ses études, on choisit sa fac, on choisit sa ville, on va habiter dans des États où on sait que la majorité des voisins pensera comme nous. Et ça va être sans doute encore plus spectaculaire dans les années qui viennent, parce que depuis juin 2022, on a des États aux États-Unis où l'avortement est légal et d'autres où il ne l'est pas. Et ça va, on l'imagine, on est au tout début, mais influencer fortement, par exemple, le choix des familles qui ont des filles qui vont aller à l'université. On va envoyer sa fille plutôt dans l'université où s'il y a un pépin, elle pourra aller à la clinique du coin trouver un docteur qui fera une IVG, que l'envoyer au Texas ou en Alabama. Ça va aussi influencer le choix des entreprises, parce que si ça influence le choix des diplômés, automatiquement, pour les grandes entreprises qui ont besoin de surdiplômés, en communication, en aérospatiale, en médecine, en big pharma, surtout dans des champs universitaires où les filles sont aujourd'hui majoritaires, donc le droit, la médecine aux États-Unis, clairement, les entreprises de ces secteurs-là vont peut-être suivre les femmes. Donc c'est la ségrégation résidentielle, mais c'est aussi la ségrégation dans la vie de tous les jours, avec par exemple les loisirs que l'on pratique, les émissions qu'on regarde à la télé, les équipes de sport que l'on soutient, en fonction de là où elles sont et en fonction de la présence dans les réseaux sociaux des stars de chaque équipe et de ce qu'elles vont soutenir. Donc c'est la ségrégation, la polarisation, c'est pour ça que c'est désespérant dans tous les pans de la vie quotidienne. Et quand tu disais qu'il n'y avait plus d'endroits où on se rencontre, c'est ça. Les gens sont finalement un peu condamnés à vivre dans une bulle. La chambre d'écho, c'est aussi un concept qu'on entend souvent. Et je ne parle pas, bien sûr, parce que tu l'as évoqué, de la religion, c'est-à-dire qu'on va choisir son église, si on en choisit une, en fonction de son positionnement politique, et on va choisir aussi les médias que l'on consomme en fonction de ça. Donc ça m'amène, comme je le disais, aux impacts. Donc tu en as mis 3 en exergue qui sont totalement pertinents pour les États-Unis. Et là, j'ai envie de dire, les États-Unis sont peut-être... longtemps, il y a eu, je ne suis pas spécialiste, mais l'idée que, comme tu as dit, la science politique américaine qui irradie vers le Sud. Et là, en fait, on trouve de plus en plus de collègues américains qui, alors là, ça s'est accéléré avec les années Trump, regardent vers le Sud pour voir comment s'effondrent les démocraties. Le Chili, le Venezuela, et donc on trouve pas mal de bouquins et d'articles pour dire, voyez ce qui s'est passé en Amérique latine, ça va se passer ici. Donc là, on a un renversement de qui est le modèle, ou qui est le pionnier, bon voilà. Et donc, les 3 impacts que tu as listés, c'est l'impossible délibération démocratique. Ça, clairement, ça commence avec les années Bush, où on voit au Congrès le refus du bipartisme et du consensus. C'est l'effondrement du centre, avec un blocage systématique de la minorité qui bloque la majorité. Et là encore, les institutions américaines ont des outils qui permettent à la minorité de bloquer. C'est l'essence même philosophique de la Constitution des États-Unis,
où on va ralentir le processus démocratique le plus possible pour s'assurer le consensus, on ne va rien décider dans la précipitation, soit. Mais à force de ralentir le processus délibératif, on le bloque, on le paralyse, et c'est ça qui, aujourd'hui, est une des grandes faiblesses des États-Unis, clairement sur toutes les questions écologiques, où les États-Unis n'arrivent pas à être un moteur. On ratifie les accords de Paris sous Obama, mais on s'en retire sous Trump. Bon, là, on revient, mais enfin, on perd un temps fou sur des questions qui devraient être d'une urgence évidente. Donc, il y a cette impossible délibération qui amène à une crise de gouvernabilité, je reprends tes termes, effectivement, qui se traduit alors par... et donc ça s'est un peu amélioré avec Biden, mais sous Obama et sous Trump, l'incapacité de faire de grandes lois. Et alors, quelque part, certaines personnes disent tant mieux, parce que Trump, en réalité, il a été spectaculaire, mais médiatiquement, mais concrètement, il n'a pas fait de grandes réformes, parce que le système l'a bloqué. La seule grande réforme qu'il a réussi à faire, la seule grande loi qu'il a fait passer, c'est la réforme fiscale de décembre 2017, je crois, une réforme très conservatrice. Bon. Et c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais sur 4 ans, finalement, c'est pas tant que ça. Sauf sur, et ça fait partie de la crise de gouvernabilité, et ça, tu nous diras, moi, c'est une question que je me pose, sauf sur la question des tribunaux, où, et j'en reviens à la question de l'avortement, le président Trump, aujourd'hui, c'est ça, c'est le pendant. Quand j'ai dit qu'il y avait 7 élections sur 9 présidentielles qui avaient été remportées par les démocrates, cela ne se traduit pas dans la composition de la Cour suprême, qui a 9 juges, et aujourd'hui, sur 9 juges, 6 sur 9 ont été nommés par des présidents républicains. Donc, ils gagnent moins, mais ils nomment plus de juges. Et donc, ça veut dire que même si, dans ce cas-là, le Trump n'est plus au pouvoir, c'est pas très grave en réalité, parce que la Cour suprême fait sa politique, en réalité, en son absence, typiquement avec l'interdiction de l'avortement. Où on en a beaucoup, enfin un peu moins parlé parce que c'était tellement choquant en juin dernier, à la fin de la session de la Cour suprême, mais il y a eu aussi l'extension du droit des armes à feu. L'affaiblissement de la laïcité, de la séparation des églises et de l'État avec la Cour suprême en juillet, qui a forcé l'État du Maine, par exemple, à utiliser l'argent public pour financer des écoles religieuses. Donc on a, sur toutes ces questions, la Cour suprême qui fait le boulot du Parti républicain, contre l'opinion publique. Donc est-ce qu'on a cette problématique judiciaire en Amérique latine? Et dernier point, le risque de violence. Ben oui, le risque de violence qu'on a vu le 6 janvier 2021, où on a là une tentative de coup d'État. Clairement, il faut dire ce qui est et qui a échoué. On pourrait discuter pourquoi, mais elle existe, et ça m'a fait penser, et je m'arrêterai là, à une des premières choses que tu as dites dans une de tes premières diapos, qui est que un des facteurs permettant l'alternance, c'est le fait que les perdants acceptent la défaite. Oui, et ça, c'était un des éléments constitutifs de la démocratie américaine qui faisait souvent la fierté des hommes politiques et des politiciens américains. Nous, même quand il y a la guerre, même pendant la guerre de sécession, tous les 4 ans, on a fait des élections présidentielles, tous les 2 ans des élections au Congrès, on a conservé notre calendrier, on a toujours eu la transition démocratique qui s'est effectuée jusqu'en janvier 21, où donc là, il y a la base trumpiste qui n'a pas reconnu la légitimité de Biden, qui globalement ne reconnaît pas la légitimité des démocrates à avoir le pouvoir. Et ce 6 janvier 21, donc, qui a échoué, cette insurrection du Capitole, il faut la voir, je pense, non pas comme une tentative manquée, mais comme une première tentative de quelque chose qui se répétera si, par exemple, Biden ou un autre démocrate était réélu en 2024. Donc là, on a ce spectre de la violence qui était complètement inconnu. Je ne veux pas dire que la société américaine, elle n'est pas violente, bien sûr qu'elle est, mais le monde politique américain était globalement très pacifique, avec des normes de gentleman qui étaient complètement acceptées de tous les côtés. Et ça s'est effondré. Et je ne vois pas, vu la polarisation, comment on peut, à court terme, le reconstruire. Merci Françoise.
Je laisse Olivier répondre. Merci. Oui, il y a beaucoup de choses. Je ne voudrais pas abuser de la parole. Mais je partirai de la fin, parce que alors s'il y a un domaine où l'Amérique latine est un modèle, c'est les coups d'État. Et d'une certaine façon, les coups d'État viennent toujours d'un refus de la défaite. C'est-à-dire que ce soit par anticipation, c'est-à-dire il y a 1000 cas de coups d'État qui ont eu lieu avant des élections, parce que telle force politique s'avère comme être favorite, donc on fait un coup d'État préventif et on dit aux gens on revotera dans un an, ou des coups d'État après des élections pour corriger le résultat de l'élection. C'est-à-dire bon. Mais ça vient aussi du fait que ce qui est en jeu à l'occasion d'une élection est immensément important. C'est-à-dire, pourquoi des gens n'acceptent pas de perdre ? Parce qu'effectivement, s'ils perdent, il y a des enjeux qui sont colossaux. Ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres sociétés où il va y avoir des différences, mais à la marge. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de vie ou de mort. Ce n'est pas cette idée que si je perds les élections, on va tout me voler. On entend des trucs incroyables en ce moment au Brésil. Il y a des gens qui pensent que si Lula gagne, il va fermer les églises. Donc si vous êtes un pasteur évangélique, vous n'avez pas envie que ça arrive. Bon, ça, tout le reste, il va multiplier les impôts. Bref, le type est un communiste. Donc tout est en danger, tout est fragile, donc il ne peut pas gagner. Voilà. Alors, peut-être qu'il va gagner, mais en tout cas pour une partie de l'opinion publique, il ne faut pas qu'il gagne. Donc on va tout mettre en œuvre pour qu'il ne gagne pas, et s'il gagne, on va faire des ajustements a posteriori. Et ça peut inclure un coup d'État aussi, et de la violence. Donc il y a toujours ce risque. Alors ce qui est finalement intéressant, c'est que sur une perspective d'un peu plus long terme, oui, je pense que l'Amérique latine est championne de toute catégorie des coups d'État, mais à une époque où certaines catégories de la population voulaient s'accrocher à tout prix au pouvoir, sans nécessairement qu'il y ait dans la rue des débats passionnés, des gens qui se détestent et qui se mettent des coups de couteau, voire qui s'entretuent. En fait, la classe politique en Amérique latine a souvent été très très polarisée, beaucoup plus que l'opinion, que la citoyenneté, les gens dans la rue qui regardent le jeu politique comme un peu une blague parce que ces gens-là qui sont en train de s'engueuler, de s'insulter, ils se connaissent, ils fréquentent les mêmes restaurants et sitôt l'élection passée, ils vont travailler ensemble. Donc il y a une espèce d'ironie, de cynisme ambiant de la part des électeurs, donc et pas des gens qui se détestaient. Donc il y a quand même quelque chose qui a changé. Mais qui a changé aussi aux États-Unis, parce que tu dis de la guerre en Irak. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'opinion publique pour qu'après 2001, la guerre, etc., les gens se mettent à se détester autant ? C'est quand même une question qui est assez intéressante. Moi, je n'ai pas forcément la réponse pour l'Amérique latine, parce que je pense qu'il faut vraiment travailler plus. Mais il s'est aussi passé quelque chose depuis 20-30 ans, dans les courbes que j'ai montrées, qui sont fiables, qui mesurent des choses importantes. On voit bien qu'il y a eu un moment où cette polarisation affective a basculé dans un autre monde, où on ne supporte plus l'autre qui n'a pas les mêmes opinions ou les mêmes convictions. Et donc, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pour l'instant, je n'ai pas vraiment trouvé dans la littérature ou dans nos enquêtes de réponse extrêmement précise. Mais je pense que c'est l'enjeu d'essayer de comprendre ce qui se passe pour essayer éventuellement de contribuer à des solutions. C'est-à-dire d'apaiser le climat politique et de faire en sorte que les gens ne considèrent pas que c'est la vie ou la mort s'ils perdent ou s'ils gagnent. Donc, pour en arriver là, il faut arriver à identifier clairement le déclencheur de tant de haine. Alors, moi, j'émettrais quand même, je proposerais une sorte de piste, c'est-à-dire, en fait, je pense que préalablement à la détestation pour l'autre, il y a une détestation du système politique. Enfin, au moins, ça, c'est ce qu'on constate en Amérique latine, c'est-à-dire, en gros, la séquence historique, ça va les transitions à la démocratie dans les années 80, qui, dans les années 90, ont été suivies des plans d'ajustement, pour en arriver dans les années 2000 avec un niveau de frustration colossal concernant le monde de la politique. Si on ajoute à ça la corruption, ça veut dire des gens qui commencent à ne plus trop supporter la politique en général et qui sont prêts à donner leur voix à des gens qui vont faire campagne sur le registre de l'antipolitique. C'est-à-dire des gens qui sont anti-système, quoi. Comme Trump.
La plupart du temps d'ailleurs, ce sont des gens qui ne sont pas du tout anti-système, mais qui arrivent à faire croire qu'ils le sont. Bolsonaro au Brésil, pas du type, il a passé 25 ans en tant que député, il ose dire anti-système. Donc non, mais je pense que ça vient d'un très haut niveau de frustration vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie, de ce qu'elle est capable de délivrer aux électeurs, qui ensuite s'est transformé en l'adhésion à des credos qui sont souvent antidémocratiques, et là, assez rapidement, se forment deux camps. Mais je pense qu'il y a ce réflexe anti-système qui n'est pas forcément complètement nouveau en Amérique latine, parce que ça a beaucoup à voir avec la tradition populiste que j'évoquais aussi tout à l'heure. Bon, après, il y a des tas de choses super intéressantes dans tes remarques. Par exemple, je ne savais pas que ça allait jusqu'à la ségrégation résidentielle, quoi. C'est-à-dire, là, ça devient extrêmement... c'est des choses qu'on ne voit pas encore en Amérique latine. Et je ne sais pas si on le verra justement un jour, parce qu'il y a plus de volatilité. Donc on ne va pas être dans la famille démocrate, quoi qu'il arrive. Sauf, il y a des cas, je ne sais pas, par exemple en Argentine, Carlos, il est parti, mais... il y a les péronistes et puis il y a les autres. Donc clairement, on ne va pas fréquenter les mêmes bars, les mêmes restaurants. Je ne sais pas s'il y a de la ségrégation résidentielle, mais en tout cas, on va socialiser dans des milieux qui sont très particuliers. On ne va pas se mélanger. Donc ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment intéressant. Et par ailleurs, on n'a pas non plus en Amérique latine, il faudrait réfléchir un peu plus, mais cette variable institutionnelle que tu évoquais au début de tes remarques, c'est-à-dire il y a le vote populaire d'un côté et puis il y a les grands électeurs, et du coup il y a un résultat qui peut être complètement inverse de l'autre, parce que les systèmes électoraux sont plus simples en Amérique latine qu'aux États-Unis. Plus modernes, oui, absolument. Donc ça peut difficilement exister. Mais bon, le substitut à ça, c'est le coup de force. C'est le coup de force, bien sûr. Mais ça, il y en a beaucoup d'exemples. Bon, je sais pas, voilà. Ouais. Merci beaucoup Olivier Dabel, merci au public. Je crois qu'il est plus de 19h, on va devoir commencer à envisager la clôture de la séance. Je voulais, si on m'entend bien, dire encore quelques mots sur les prochaines séances, juste donner les dates des deux prochaines. Le 15 novembre 2022, une séance sur les indépendances nationales, le catholicisme postcolonial et les patrimoines ethnologiques. C'est une séance qui est en partenariat avec le GIS Religion et qui sera coordonnée par Pierre-Antoine Fabre. Et le 13 décembre, une séance qui devrait intéresser les agrégatifs en anglais et en espagnol, puisque c'est sur le césarisme et la démocratie dans les jeunes républiques américaines entre 1800 et 1848. Avec une coordination scientifique par Marie-Jeanne Rossignol, et c'est en lien avec le programme de l'agrégation en anglais et l'agrégation interne pour l'espagnol. Donc merci à toutes et à tous, et à bientôt, donc le 15 novembre pour la prochaine séance. Merci.